Bonjour, toujours dans le cadre de la programmation orientée objet avec Java. Et en particulier, nous sommes en train de montrer comment faire l'implémentation des principaux design patterns. Donc c'est pour cela nous allons maintenant, après avoir bien sûr présenté l'introduction, maintenant nous allons essayer de présenter ce que c'est les design patterns singletons. Alors dans un premier temps, nous allons présenter à quoi peut servir ce design pattern. Alors le design pattern singleton est utilisé pour garantir qu'une classe, par exemple celle-là, n'a qu'une seule instance dans toute l'application et fournit un point d'accès global à cette instance. C'est-à-dire étant donné des codes clients tels que A, B, programme, normalement comment faire pour empêcher la classe singleton de donner plus qu'une instance. C'est-à-dire il faut garantir que classe singleton fournit une seule instance et cette dernière sera partagée par tout autre programme utilisateur. Et ce, normalement pour partager euh, les mêmes informations entre des codes clients. Alors ces informations partagées peuvent être représentées au sein de cette classe-là, par exemple par le biais d'un attribut ou bien d'un ensemble d'attributs. Et pour la mise en œuvre de la classe singleton, il faut suivre un ensemble d'étapes. Et parmi ces étapes-là, il faut premièrement définir le constructeur privé, c'est-à-dire il faut le surcharger et ne pas le laisser par défaut parce que par défaut il est public. Parce qu'une fois il est public, alors chaque code utilisateur, il peut accéder à ce constructeur et finalement peut créer une instance. Du coup, à ce moment-là, on n'aura pas une seule instance qui sera partagée. Donc la première règle, c'est créer un constructeur privé. La deuxième chose, c'est que il faut bien sûr pour essayer de donner la possibilité aux autres classes d'avoir la même instance, il faut la définir, cette instance-là, il faut la définir au sein de cette classe singleton. Il faut la définir en tant qu'attribut statique. Pourquoi statique? Parce que c'est cette instance-là qui va être partagée entre les autres codes sources, à savoir par exemple AB programme. Ensuite, il faut fournir une méthode qui permet deux choses importantes. La première chose, elle doit créer l'instance si elle n'existe pas, c'est-à-dire getInstance, une fois appelée depuis l'extérieur, elle doit assurer la création de l'instance si elle n'existe pas, c'est-à-dire si cette référence est nulle, à ce moment-là, il faut donner la possibilité à getInstance de la créer et puis la renvoyer. Donc, cette méthode getInstance, elle permet de créer l'instance, c'est-à-dire celle-là, avec le new, si elle n'existe pas, c'est-à-dire elle est nulle, et de la renvoyer. Et cette méthode doit être statique. Pourquoi statique? Parce qu'elle doit être accessible depuis l'extérieur. Parce que autrement, si elle n'est pas statique, alors elle doit être une méthode membre qui doit être accessible par le biais d'un objet, mais tout le code extérieur ne peut pas créer un objet. Donc, pourquoi? Parce que déjà le constructeur est privé. Donc il faut passer par le nom de la classe, c'est-à-dire classe singleton.getInstance. Donc cette méthode doit être appelable par le biais du nom de la classe. Donc si on va suivre ces trois règles-là, on peut garantir que notre classe singleton, elle ne peut fournir qu'une seule instance.
Et cette instance, elle peut cacher, c'est-à-dire encapsuler des données qui peuvent être partagées pour toute l'application. Alors avec cette modélisation, c'est-à-dire ce diagramme de classe, et surtout pour la classe singleton, la classe programme et la classe A et toute autre classe peuvent utiliser la même instance. Donc ils ne peuvent pas, dans l'application, on ne peut pas avoir plus qu'une instance de classe singleton. La méthode F, la méthode G, la méthode F de A, la méthode G de B et la méthode main de programme, donc ils vont utiliser la même référence. Soit que cette référence est créée par programme, ou bien par B, ou bien par A. En premier lieu, cette même référence sera utilisée par les autres classes. Et ensuite, ces mêmes classes, ils peuvent accéder à la partie data par le biais de cette référence qui est instance qui a été créée. Donc, comme je signale ici, data, la partie data, il peut être un seul attribut ou bien plusieurs attributs, dans le cas où nous avons plusieurs informations à partager dans toute l'application. Alors, avec cette manière-là, on peut assurer que on aura une seule zone mémoire dans laquelle il y a la partie data à partager. Et ceci, normalement, est assuré avec la classe singleton. Sans le suivi de ces démarches-là, on ne peut pas garantir que la classe singleton ne peut fournir qu'une seule instance. Et finalement, on peut avoir cette manière-là. Par contre, notre objectif, c'est avoir une seule zone mémoire à la place de plusieurs zones mémoire. Donc, bien sûr, pour voir l'intérêt de singleton et comment il fonctionne, on va commencer par analyser le modèle suivant qui donne lieu à ce code source-là et qui sera utilisé par autres programmes externes comme montré ici dans le diagramme. Donc ceci, bien sûr, sans utiliser les trois concepts qui sont ici et qui permettent de garantir que la classe ne peut fournir qu'une seule instance, c'est-à-dire elle est singleton. Donc maintenant, sans le concept de singleton, on peut avoir ce code source-là. Et on peut dire que la partie data doit être partagée entre tous les codes utilisateurs, à savoir A, B, programme. Et on va voir à ce que ceci peut garantir le fait qu'on a une seule instance. Ce code source, normalement, il est fourni dans le projet suivant. Donc ici, nous avons une classe qui ne représente pas un singleton. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient pas les éléments nécessaires, c'est-à-dire les trois parties pour dire que notre classe est un singleton. Elle ne contient pas un constructeur privé, elle ne contient pas un attribut ayant type la même classe, c'est-à-dire classe singleton et les statiques, et elle ne contient pas une méthode appelée par exemple getInstance qui va permettre de créer et de retourner l'instance. Donc, c'est-à-dire que cette classe-là, si elle contient une partie data, et on souhaite que cette partie data soit partagée entre A, B et programme. Alors ici, on va aller dans programme, et nous avons bien sûr ici la classe A, qui a une méthode F, et l'objectif de la méthode F, elle va créer une instance de la classe noteSingleton qui s'appelle S. Et on va voir quelle est l'adresse de cette référence-là. La même chose dans B, on va voir il s'agit de quelle adresse. Et la même chose dans le programme main, on va voir il s'agit de quelle adresse. Donc pendant l'exécution, bien sûr, en analysant ce code, on va commencer avec le main et on va premièrement voir la référence créée par main. Ensuite, nous allons créer un objet de type A et par la suite, on va aller vers F et dans F, normalement, on crée une nouvelle référence de classe noteSingleton. Et cette référence, son adresse sera affichée ici. Donc,
Et la même chose pour B, bien sûr. B, on va créer un objet B, et à travers B, on va exécuter G, qui va, bien sûr, créer une instance de la classe node singleton, et afficher la référence créée. Donc, en exécutant ce programme, on va obtenir le résultat suivant. Donc ici, la référence dans main, donc on voit, il s'agit de cette adresse-là. Donc cette adresse, normalement, c'est la première partie qui a été créée. Donc dans le main, c'est cette adresse. Ensuite, pour la deuxième, dans A, donc et exactement par le biais de F, on a cette référence. La voilà, plutôt c'est dans A. Et dans B, à travers la méthode G, on a cette référence. Et on constate que les trois références sont différentes. C'est-à-dire que nous avons trois références de la classe node singleton. Et on constate que data appartient à l'objet classe non singleton. Donc ici, chaque objet de la classe node singleton, il contient une partie qui s'appelle une partie data. Cette partie-là, elle contient cette valeur. C'est-à-dire, dans le premier objet, nous avons cette valeur. Dans le deuxième objet, nous avons cette valeur de data. Et dans le troisième objet, nous avons cette valeur. Alors ici, au lieu d'avoir une seule référence dans laquelle il y a une information data qui doit être partagée entre toute l'application, tous les programmes de l'application, ici, normalement, nous avons trois zones mémoire différentes. Et chaque zone mémoire contient la même information, c'est-à-dire une data, une data, une data, et ainsi de suite. C'est-à-dire chaque objet, il contient sa propre data normalement. Par contre, notre objectif est de ne pas avoir cette démarche. C'est-à-dire, il faut garantir que si la classe main qui va commencer par créer la classe singleton, par la suite on va l'appeler, si c'est elle qui va créer la première référence, donc cette même référence qui doit être partagée entre tous les autres programmes et comme ça assurer que la valeur de data sera partagée entre toute l'application. Ici, elle sera modifiée par exemple par le biais dans le main. Donc cette modification va concerner aussi les autres programmes utilisateurs. Ou bien l'inverse. Par exemple, on peut commencer la création de cette instance-là qui contient des ressources à partager. On peut commencer sa création par la classe A et ensuite c'est la classe B et la classe programme qui vont utiliser cette même référence. Donc si un programme extérieur crée une instance, donc les autres, ils vont pas la recréer, mais tout simplement l'utiliser. Alors pour ce faire, comment faire pour rendre la classe non singleton, comment la rendre singleton. Alors c'est pour ce faire, je vais m'autoriser dans un premier temps à changer son nom, d'accord? Pour dire que ça, ça, ça va donner lieu à un singleton et on va suivre les étapes. Bien sûr, je dois changer le nom même ici, normalement dans le fichier. Et par la suite, dans la classe programme, dans laquelle il y a, je vais supprimer le note. Donc partout, dans chaque partie où j'essaye de créer l'instance. Donc c'est ça la classe singleton. Alors par contre, jusqu'à présent, j'ai pas le code source qui va garantir que j'ai
une seule référence. Donc toujours j'ai trois références différentes. Alors comment faire pour assurer une seule référence? Donc bien sûr la première chose, il faut empêcher d'appeler le new singleton depuis l'extérieur. C'est pour cela il faut aller dans la classe singleton et modifier ou bien surcharger le constructeur et le rendre bien sûr privé pour qu'il soit pas accessible à partir de l'extérieur. C'est-à-dire empêcher les autres classes de faire cette partie new. Parce que à chaque new, normalement, il y a une nouvelle référence de la classe singleton. Donc je dois aller dans la classe singleton et réécrire le code de notre constructeur et le rendre privé. Donc ça, c'est la première démarche. Même s'il contient aucun code source, donc par contre, il est déjà défini ici, il est public. Donc c'est pour cela, il faut, d'accord, tout simplement le rendre privé. Le fait de le supprimer, donc il est public par défaut. Par contre, normalement, il faut écrire ce code-là pour qu'on le force à ce qu'il soit privé. Donc dans le programme maintenant, on constate que aucun code extérieur, c'est-à-dire soit la classe A ou bien B ou bien programme, ne peuvent accéder à ce constructeur. Pourquoi? Parce qu'il sera privé. Alors donc, mais il faut donner l'alternative qui va donner une référence de la classe S. La référence unique qui doit être partagée dans toute l'application. Pour ce faire, normalement, nous avons dit la deuxième chose, c'est aller et définir ou bien ajouter un attribut private statique de type classe singleton, c'est-à-dire un type ou bien un attribut qui s'appelle instance ou bien peu importe le nom, mais de même type que la classe concernée par qu'elle soit singleton. Donc il faut aller ici et donner lieu à un attribut qui est privé bien sûr, statique parce que cette référence sera partagée. C'est-à-dire cette référence elle sera appelée instance, mais de type classe singleton. Donc cette instance-là, c'est elle qui va remplacer, qui va être affectée à S ici, à n'importe quel S, n'importe quelle référence. C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette référence-là avec le billet de new, je cherche à avoir instance qui est déjà définie dans notre classe singleton. Donc c'est pour cela, pour la récupérer, parce que c'est public, je dois avoir une méthode. Cette méthode, normalement, doit être publique. Et je vais l'appeler getInstance. GetInstance qui va retourner un type de même classe. De même, c'est-à-dire le type, c'est la classe elle-même. GetInstance, c'est une méthode. Et je peux faire return instance. Mais jusqu'à présent, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que cette méthode, c'est une méthode membre. Une méthode membre, elle n'est pas accessible, c'est-à-dire, elle n'est pas accessible par le biais du nom de la classe. Donc, il n'y a pas le nom getInstance. Et pour accéder à cette méthode membre, il faut y accéder par le biais d'un objet. Par contre, moi, je ne peux pas créer un objet. Pourquoi? Parce que le constructeur, c'est déjà privé. C'est pour cela il faut définir cette méthode en tant que méthode statique pour qu'elle soit accessible par le biais du nom de la classe. C'est-à-dire je ne vais pas utiliser le new quelque chose, mais je vais utiliser le get instance et je vais retourner get instance. La même chose partout. C'est-à-dire maintenant on a trouvé l'alternative partiellement jusqu'à présent qui permet de retourner une instance de type classe singleton. Mais le problème ici, dans la classe singleton, jusqu'à présent, j'ai aucun parti qui contient le new. C'est jusqu'à présent j'ai nil pointer exception. Pourquoi? Parce que l'instance, elle n'a jamais été initialisée. Donc c'est nul, nul,
nul partout. Donc les références sont nulles, mais le même nul si vous voulez dire, la même valeur. Alors là, bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers la classe singleton et dire, avant de la récupérer, il faut tester. Si elle est nulle, donc il faut tout simplement faire instance égale à new et classe singleton. Donc ceci, je peux le faire. Et comme ça, maintenant, quand est-ce que je récupère l'instance si seulement elle est nulle, sachant que déjà elle est statique. D'accord, donc en exécutant ce code sur cela, je vais voir que dans les trois parties de programme, il y a la même référence. Pourquoi? Parce que une fois A en deuxième lieu essaye d'accéder, parce que le A il est là, et il va à partir de F, il va essayer de récupérer une instance. Cette instance qu'on essaie de la récupérer de type classe singleton, il va aller dans getInstance, il va trouver que l'instance est déjà non nulle. Donc il va la retourner tout simplement. Pourquoi? Parce que l'instance a été déjà créée par le main. Ici, parce que la première création, donc le S était nul. Donc on peut ajouter un test ici, on peut faire else siso, c'est-à-dire non nul. Non nul pour le deuxième appel. Donc on peut faire ceci. Qu'est-ce qu'il va afficher le programme maintenant? Il va afficher nul, il va retourner l'instance, et les deux autres appels, c'est par le biais de F et G, il va afficher non nul, non nul. Donc nul une fois, d'accord? Nul normalement parce que j'ai pas affiché nul. Il va afficher non nul et non nul. Et il utilise la même référence. Et ici, dans la première chose, on peut afficher même nul si vous voulez. On peut afficher ici nul normalement. On peut afficher par exemple ici sisou nul. Il faut créer l'instance. Voilà, donc avec ce code source là, il sera affiché, ce message là sera affiché une seule fois après l'appel, après cet appel là. Donc voilà, premièrement nul, il faut la créer l'instance et par la suite il a trouvé non nul et non nul. Maintenant si on va mettre ce code en commentaire, c'est-à-dire on va mettre ce code de main qui sera chargé de créer l'instance en commentaire. Maintenant qui est en charge de créer l'instance de classe singleton? C'est l'objet A par le biais de sa méthode F. D'accord, dans la méthode F, c'est-à-dire à partir de cet appel-là, on va trouver que l'instance est nulle et il va bien sûr retourner, il va la créer et la retourner. C'est-à-dire nous allons avoir référence nulle, il faut la créer et par la suite ça c'est l'appel de G. Même le A je peux le mettre, regardez, si je peux bien sûr changer cet ordre-là d'appel et je peux le mettre en dernier. Maintenant, qui a créé effectivement l'instance de classe singleton qui s'appelle instance? Qui l'a créée? Elle a été créée par A. D'accord, donc le premier qui va essayer d'utiliser cette instance, il va la créer. Mais les autres, ils vont tout simplement l'utiliser. Donc ça en ce qui concerne la classe singleton. Donc je rappelle que l'objet principal derrière, c'est tout simplement si nous avons une partie data à partager
entre un ensemble de parties de programme ou bien de parties de code source dans notre application. Donc, pour assurer que nous aurons une seule instance qui va cacher ou bien encapsuler cette partie-là, il faut passer par le biais de design pattern class singleton qui doit se définir en trois règles principales qui sont: le constructeur doit être privé, il faut ajouter un attribut de type la même classe, cet attribut doit être statique et privé, donc voilà, donc l'attribut statique, le constructeur privé, et la troisième chose, il faut mettre en place une fonction qui aura comme rôle de créer l'instance si elle n'existe pas et ensuite la retourner. Donc jusqu'à présent, bien sûr, on peut dire que nous avons fait ce qu'il faut faire, mais dans le cas où nous avons bien sûr des accès concurrents, c'est-à-dire nous avons des programmes qui peuvent s'exécuter en parallèle, c'est-à-dire supposons que A et B vont étendre la classe read, c'est-à-dire ils peuvent donner lieu à des programmes qui peuvent s'exécuter en parallèle. À ce moment-là, on peut cette partie, d'accord? Cette partie de getInstance, elle peut devenir critique. Si jamais, mais même peu, c'est très rare, c'est avec une probabilité faible, mais ça peut arriver. C'est-à-dire ça peut arriver que le programme A et le programme B peuvent, c'est-à-dire une fois le programme de A entre dans ce code source-là, et il est à ce niveau-là. Il va trouver que l'instance est nulle. Et il va faire le new class singleton et il va l'affecter à instance. Donc pendant la création de l'objet, il se peut que le code de la classe B, il va entrer à son tour et avant la terminaison de cette partie-là qui va instancier l'objet, il va trouver que l'instance est nulle et à son tour, il va bien sûr il va trouver l'instance nulle et il va créer une autre instance. C'est-à-dire en même temps. C'est ce qu'on appelle un accès concurrent à une partie de code source critique. Le code source critique, c'est celui-là, c'est cette partie de code. Donc, pour ce faire, il faut faire appel à la synchronisation. Donc, la synchronisation, c'est tout simplement un simple concept qui empêche l'accès à une zone critique par deux programmes différents. Donc, pour ajouter ça, donc finalement, jusqu'à présent, notre singleton fonctionne. Mais puisque si nous sommes dans la programmation parallèle, il se peut que deux parties, ou bien deux programmes peuvent accéder à cette partie de code critique. Donc la partie de code critique, c'est celle-là. Donc tout simplement, il faut bien sûr il faut la synchroniser. Alors comment la synchroniser? Tout simplement, on va faire ça de cette manière-là, parce que surtout cette instruction qu'il faut la synchroniser, et on va faire synchronized, c'est-à-dire cette partie de code est synchronisée. Synchronisée pour ceci, d'accord, on va faire class singleton.class et on va mettre ça ici normalement à l'intérieur du bloc synchronized. Et ici, normalement, on doit faire aussi un nouveau test. Donc, c'est un double checked. Donc, on va faire un nouveau test if instance, c'est-à-dire ce même test-là. Si jamais, après, parce que maintenant, une fois le code ou bien le programme A, il va entrer ici.
dans cette partie-là, c'est bon, aucun autre problème ne peut accéder parce qu'il va le verrouiller. Cette partie-là, elle sera locked, verrouillée. Une fois le programme A, par exemple, termine, l'exécution, à ce moment-là, le programme de la classe B peut accéder à cette zone-là. Et s'il va accéder à cette zone-là, il va bien sûr trouver que l'instance est déjà non nulle. Même s'il va dépasser celle-là, parce qu'ils peuvent accéder à peu près en même temps, mais une fois le bloc A, le programme A anticipe à cette partie-là, il va la verrouiller et le programme B, il est peut-être déjà ici, mais jamais il va entrer dans cette partie-là. C'est pour cela qu'on a un double test. Donc à ce moment-là, le A termine le travail, il va initialiser l'instance, et une fois le B souhaite, il va lâcher le verrou, le A, donc il va déverrouiller, donc cette partie-là n'est plus synchronisée, n'est plus verrouillée plutôt. Le programme B va essayer de faire la synchronisation, mais avec ce test-là, il va trouver que l'instance est déjà initialisée. Donc ça, c'est pour garantir, même dans le cas de la programmation parallèle, qu'on a une seule instance dans toute l'application. Alors ça, c'est les compléments par rapport à la synchronisation qui donne exactement ce code source-là. Et ce code source-là, on l'appelle un mécanisme de double check login pour garantir que ceci ne peut être créé qu'une seule fois. Donc, pour le design pattern, il y a plusieurs cas d'utilisation. Il y a un cas d'utilisation qui est très connu, qui est normalement l'accès à la base de données. L'accès à la base de données, si on suppose que nous allons charger une classe, d'accord, qui a des ressources partagées, et ces ressources-là, jusqu'à présent, nous avons juste la ressource connexion qui sera à partager. Et on souhaite que toute l'application, c'est-à-dire soit la classe programme, soit la classe client management, ou bien n'importe quelle autre classe, ils doivent utiliser la même connexion. Donc c'est pour ce faire, cette information-là, il faut qu'elle soit gérée par une classe singleton. Et cette classe singleton, on va la définir en tant que database connection. Donc la ressource à partager, c'est celle-là. Donc pour garantir une unique référence dans toute l'application, on va mettre cette donnée en tant qu'attribut au sein d'une classe qui va jouer le rôle de singleton. C'est ça le principe qu'il faut faire. Donc il faut connaître que nous allons créer une classe ayant l'attribut connexion à partager. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'à suivre les étapes nécessaires pour créer une instance et qui sont les trois parties que nous avons définies au début. Le constructeur privé, l'attribut de même classe statique et de type la même classe, bien sûr il est privé, et ensuite créer une méthode qui s'appelle getInstance ou bien n'importe quel nom, d'accord? Vous pouvez faire votre propre nom ici, et vous même pour votre propre ici. Donc ici on l'a nommé instance pour simplifier son utilisation. Donc instance l'attribut, getInstance la méthode qui va retourner le même type. Donc la même chose ici dans la classe dataConnection. Donc l'attribut on l'a nommé instance de type database connection parce que database connection il va jouer le rôle de singleton. La partie data à partager, la partie en bleu, et ensuite le constructeur qui doit être redéfini ou bien surchargé pour qu'il soit privé,
et par la suite getInstance qui va récupérer l'instance, c'est-à-dire la créer si elle n'existe pas et la renvoyer. Et ici, je peux avoir des opérations, par exemple le getter de la classe connection. Donc ça, c'est simple à implémenter une fois on connaît le principe. Alors avec cette modélisation-là, tous les programmes utilisateurs, ils vont utiliser la même instance au lieu que chaque programme, il va avoir sa propre instance. Bien sûr, comme remarque importante, selon la taille de l'application, le singleton de connexion peut présenter des limites. C'est-à-dire si jamais nous avons plusieurs programmes utilisateurs qui vont utiliser la même instance, à ce moment-là, il se peut qu'il y ait un problème de côté mémoire. C'est-à-dire cette zone mémoire qui sera très sollicitée, beaucoup sollicitée par beaucoup de parties de code, donc il se peut qu'elle va pas répondre à tous les besoins de code utilisateur. Donc ça, c'est comme remarque. Alors, comment implémenter? Bien sûr, les règles sont simples. Donc, on a défini l'attribut instance de même type que la classe et il doit être privé et statique. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la partie data. Data qui a été initialisée à nul, à la différence de tout à l'heure que nous avons initialisé l'information à une data. Maintenant, on a initialisé l'information à nul. Et puisque c'est un objet normalement qu'il faut initialiser de type connection, et surtout pour initialiser ça, on peut suivre un ensemble d'étapes. Et parmi ces étapes-là, par exemple, connaître l'URL, connaître le user, connaître le password, gérer les exceptions, parce qu'il y a des exceptions levées, faire getConnection de la classe driver manager qui va se connecter avec le SGBD. Et bien sûr, ce driver manager, il va retourner une référence qu'on va stocker finalement dans l'attribut connection qui représente notre partie data. Donc c'est pour cela ceci a été mis dans le constructeur. Donc ce constructeur, tout à l'heure dans l'exemple précédent, on l'a laissé vide parce qu'il n'a pas de travail à faire. Par contre ici, normalement, on peut lui attribuer un travail à faire, c'est l'initialisation de la connexion par le biais d'un ensemble de traitements. Sinon, on peut le garder vide et définir une autre méthode, je ne sais pas, private toujours, qu'on l'appelle init par exemple, et on peut faire ceci, d'accord, pour qu'elle initialise le. Donc une fois il y a ici init, je peux l'appeler dans le constructeur init, donc pour garantir qu'en quoi, pendant la création de constructeur, j'initialise la connexion. Alors cette connexion, elle sera initialisée avec le constructeur et bien sûr, il faut que l'implémentation de getInstance qui est statique, elle doit retourner un même type de database connection, et elle ne peut créer l'instance si elle est nulle. Et bien sûr, pendant la création, comme nous l'avons montré dans l'exemple précédent, il faut que cette partie-là soit synchronisée parce qu'elle est critique en cas d'accès concurrent. Et par la suite, ici, on peut tout simplement, on a besoin de faire getConnection. Pourquoi? Parce que finalement, il faut récupérer cet attribut-là qui est privé et y accéder par le biais d'une méthode qu'on appelle getConnection. Donc tout ce code source-là, normalement, se trouve ici, donne lieu à, par exemple, à cette partie-là. Donc database connection. Donc l'attribut est déjà statique de type database connection. On a la partie data. C'est ça normalement, les ressources à partager, c'est celle-là. Ressources à partager, c'est celle-là. Donc c'est pour cette ressource qu'on a
créer une classe singleton qui a comme attribut cette ressource. Donc ça, c'est le constructeur qui initialise même la connexion avec tous les traitements des exceptions et l'initialisation qu'il faut. Et ensuite, on fait la synchronisation et on retourne l'instance. Et ça, normalement, on aura besoin de cette partie-là pour récupérer la connexion. Donc, on programme qui va utiliser toute cette partie-là. Donc, il y a cette, bien sûr, ce code source. Alors, ce code source qui a en fait deux parties de code. Donc, la partie qui est programme, donc on va dans laquelle il y a éventuellement l'initialisation de la connexion. Donc ici, voilà, donc dans la partie programme, donc il y a l'initialisation par le biais d'une adresse qui peut être 100. Donc cette adresse qui est 100, il sera créé dans les autres modules. Parce que ici dans get all clients, on a besoin de singleton dans lequel on aura la même adresse. Donc voilà, donc ici dans programme, dans la classe programme, on a accédé, on a initialisé le singleton. Et par la suite, on a récupéré la connexion qui appartient à cette référence qui est getConnection. Parce que connection fait partie de database connection comme attribut. Donc je vais la récupérer par getConnection. Et on peut afficher sa référence. Même la référence de connection, ici juste j'affiche, d'accord? Donc il y a la même référence. Si la référence est ici 2000 ou bien 200, donc la même chose sera dans la partie de client management et exactement dans la méthode getAll, là où on va utiliser l'attribut connection. Donc aussi dans la partie programme, je me connecte parce que l'objectif c'est ça, c'est la connexion. Donc je suis connecté. Cette connexion qui a été initialisée, je rappelle, par database connection. Et ensuite, j'écris la requête, je prépare le statement, j'exécute la requête et j'affiche les informations, les produits. Donc ici, j'ai utilisé l'information connexion par le biais de la classe programme. Toute cette partie sélectionnée. Maintenant, dans la deuxième application, j'ai Client Management. Client Management, c'est ça le constructeur. Donc c'est ça la classe finalement. Elle ne contient pas un constructeur, mais c'est le constructeur par défaut. Mais qui est important, c'est ça finalement. C'est l'appel à la méthode getAll. C'est ça normalement. Parce que c'est ici que j'essaie d'afficher la liste des clients. Et bien sûr, j'ai besoin de la connexion. Et cette connexion, normalement, est gérée par ce singleton, dont l'objectif principal est d'assurer une seule connexion, parce que c'est la ressource à partager. Donc, je rappelle que la connexion, c'est la partie data et qui représente la ressource à partager dans toute l'application. Donc ici, si je vais faire afficher la référence, j'ai dit on va afficher la même référence qui est 200. Alors par la suite, j'écris la requête et je l'exécute pour afficher les clients. Donc ici, il y a deux programmes. Programme qui accède avec une référence connexion et une référence à singleton. Et bien sûr, le client management, parce qu'il s'agit ici d'un singleton, donc il va accéder à la même ressource. C'est-à-dire, je dois avoir la même référence. La même référence pour connection et surtout, elle est assurée par un singleton qui est aussi la même référence de database connection. Donc si je vais exécuter ce code source là, on va trouver que les mêmes adresses mémoire qui vont circuler. C'est ici parce que c'est la liste des clients.
Voilà, donc ça c'est la première référence de notre singleton. Donc c'est CC34 machin. Donc c'est la même chose qui se trouve dans la partie client. Donc c'est la même chose. Donc on a la même référence de singleton. Aussi dans connection, on doit avoir la même référence. Parce que c'est l'objectif, c'est ça, c'est de partager la même connexion. Donc la même connexion, elle est utile partout dans toute l'application. Et même de product management et ainsi de suite. Si on va encore accéder ou bien utiliser une connexion, cette connexion est récupérée par Database Connection et on va, bien sûr, on est obligé d'utiliser la même référence qui a été déjà créée, soit par programme ou bien par Client Management. C'est-à-dire celui qui va créer Connection, l'initialiser au début, c'est cette même référence qui sera utilisée par les autres programmes. Alors ça, c'est un deuxième exemple. Alors bien sûr, dans le cas d'accès aux bases de données, il y a des limites pour le design pattern singleton. Il peut bien sûr devenir un goulot d'étranglement si l'application nécessite de nombreuses connexions simultanées. C'est-à-dire qu'on a plusieurs codes clients qui vont accéder à cette même ressource-là. Normalement, cette mémoire sera saturée par le nombre de demandes et elle peut avoir des retards de réponse. Ou bien même, parfois, il n'y a pas de réponse. Donc la connexion unique peut entraîner des problèmes de performance et de scalabilité, c'est-à-dire dans le cas où on a plusieurs euh, codes clients à ce moment-là, euh, cette ressource peut ne pas répondre à tous les clients et rend le code moins flexible parce que à la différence de ce que nous avons présenté dans le cas de l'introduction des design patterns parce que l'objectif principal derrière c'est rendre ou bien assurer plus de flexibilité pour notre application pour assurer l'évolutivité et la maintenabilité. Par contre, parfois, le singleton, il peut rendre le code moins flexible. Parce que parfois, dans la partie test, surtout dans la partie test de l'application, à savoir les tests unitaires, c'est difficile de faire les tests unitaires par le biais d'un singleton de connexion surtout. Pas le design pattern singleton en sa totalité, mais juste pour la partie connexion. C'est la partie singleton pour la connexion qui présente problème et pas tout le singleton. Alors, comme alternative pour gérer l'accès à la base de données, c'est-à-dire gérer la partie connexion à la base de données, au lieu d'utiliser Singleton, on peut utiliser un pool de connexion, c'est-à-dire gérer un ensemble de connexions réutilisables. À la place d'une seule référence, on peut définir, par exemple, on peut définir un ensemble par exemple ici, on peut définir une liste de connexions. D'accord? Ou bien on peut même définir un tableau de connexion qui contient 5 à 6 connexions. Et à chaque fois, on donne une connexion de manière aléatoire à un code utilisateur. Et bien sûr, pendant l'initialisation ici, bien sûr, on peut initialiser l'ensemble à la fois. Donc ça, c'est une solution parmi d'autres. Et aussi, il y a la règle d'injection de dépendance. Donc pour améliorer la flexibilité et la testabilité, permet de remplacer facilement les dépendances. Normalement, ça c'est un des importants. Et aussi, il y a des frameworks spécifiques pour la gestion des connexions, à savoir Hibernate ou bien Spring Data. Même Spring Data, normalement, il se base sur Hibernate. Donc ça, c'est pour la partie accès aux données. Alors ici, on a un autre cas d'utilisation. Si jamais nous avons des informations qui doivent être partagées entre toute l'application. Par exemple, on a quelque chose dit configuration de stock. Et cette configuration concerne plus l'année de stock et la TVA. L'année de stock et la TVA peuvent concerner toute l'application. C'est pour cela donc il faut gérer ces deux informations de manière à s'assurer que les mêmes informations sont partagées entre toute l'application.
Donc pour assurer ceci, garantir que euh, à tout moment on a les mêmes informations qui circulent dans toute la base de données. Donc pour assurer ceci, il faut passer par le biais de, 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 de singleton. Alors il faut rappeler que ici, normalement, par le biais de la classe singleton, si on revient vers le premier programme qui est simple. Donc si, par exemple, la classe, la classe programme qui va vers, par exemple, je peux aller vers S pour faire le set data et je veux le changer. Set data, par exemple, je ne sais pas, une nouvelle data ici. Alors, puisque c'est la même référence circule partout, donc il y a la même zone mémoire qui sera mise à jour. C'est-à-dire cette nouvelle information, il sera dupliquée et utilisée dans, c'est pas dupliqué, mais finalement c'est la même qui sera utilisée dans tous les autres programmes utilisateurs. Par contre, sans avoir le concept de singleton, on risque de modifier l'information qui concerne la classe programme, mais cette information ne sera pas modifiée pour les autres utilisateurs. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre data. Donc c'est pour cela donc on doit utiliser le singleton et garantir que toujours c'est la même information est partagée même si elle est mise à jour à l'aide d'un autre programme. Par exemple ici le cas de programme, il a mis à jour la valeur partagée et cette mise à jour elle sera visible par ou bien dans les autres codes utilisateurs. C'est pour cela ces informations de configuration, même si là, par exemple, un autre programme ou bien other programme ou bien programme, il peut changer ces informations et ce changement-là doit être visible dans les autres classes. C'est pour cela il faut impérativement passer par le concept de singleton pour pouvoir assurer cet avantage. Alors maintenant, comment faire pour implémenter ceci? Donc, j'ai proposé un premier code source et j'ai posé des questions relatives à ce code source-là. En voyant ce code source, on va déjà poser la première question et dire pourquoi ce code ne permet pas d'avoir la même configuration dans toute l'application. Alors tout simplement parce que j'ai config stock, donc je peux, par le biais de cette implémentation, je peux créer plusieurs objets de config stock. Même s'ils portent la même valeur dans un premier temps, mais si si un code va modifier ces informations-là, c'est-à-dire l'année de stock et la TVA, ces informations ne seront pas modifiées aussi pour les autres objets, parce que chaque objet il a sa propre zone mémoire. Donc ça, c'est pourquoi ce code ne permet pas d'avoir la même configuration, parce que on n'a pas déjà redéfini le constructeur et le rendre privé pour qu'il ne soit pas visible depuis l'extérieur. Donc avec ce code source, bien sûr, si on va aller dans le code source là, alors ici je dois avoir normalement quelque chose de stock quelque part. Voilà, c'est ici normalement. Et j'ai configuration de stock. Donc avec cette manière-là, j'ai bien sûr l'année de stock et j'ai la TVA. Et je peux imprimer la configuration de stock. Alors jusqu'à maintenant avec programme, je peux créer une configuration
config stock, config stock, et je peux créer config égale à new config stock, config stock. Voilà, ça c'est un première configuration. Et je peux faire imprimer la configuration parce que j'ai une méthode qui tout simplement affiche la configuration. Voilà, j'ai print config qui affiche les informations qui doivent être partagées. Alors avec programme, normalement, on peut imprimer ça. Et dans config stock, il n'y a pas le constructeur privé. Donc je peux y accéder depuis l'extérieur. Maintenant, tout programme autre utilisateur, un autre programme, classe other. Donc je peux mettre une méthode voidF. Cette partie de programme, elle peut à son tour accéder à ça. Donc une fois je vais créer un other, d'accord, other, je peux voilà créer obj égale à new other. Alors une fois appelé obj.f, alors à ce moment-là, il y a création d'une autre référence. C'est-à-dire si je vais afficher ici la référence de config, et si je vais faire ici aussi la référence de config, je vais la labelliser par ref, normalement ref1, ref main, et ici ref A, je vais dire ref other, ou bien ref tout simplement. Alors il y a, si je vais exécuter, je vais afficher deux références différentes. Donc ça c'est une référence et celle-là c'est une autre référence. Donc qu'est-ce qui se passe à config de... Ici je vais faire configuration et je peux le mettre à jour. Config.set, si jamais je vais faire les setters et getters, et j'ai le droit de les mettre. Concernant la partie partagée. Donc je vais définir les getters et setters relativement à TVA aussi stock. Donc si je vais faire la config.set TVA et je vais mettre ici je sais pas 30 et config.set année de stock, je vais mettre 2025. Ces informations ne vont pas concerner l'autre programme. Alors ici, je vais mettre ça en commentaire. On est sûr que nous avons deux références différentes. Maintenant, je vais imprimer la configuration après sa modification. Après sa modification par la classe main, donc plutôt la méthode main, elle va imprimer les nouvelles informations. Par contre, si je vais mettre ici config.print config, j'aurai deux configurations différentes. Alors la première sera plutôt la première sera celle-là, mise à jour, c'est-à-dire 30 et 2025. Par contre, celle de F sera celle qui était par défaut, qui est 0,2 et je sais pas, je peux mettre ici, finalement il sera égal à 0, je peux mettre 2024. Voilà, donc avec cette exécution-là, je vais avoir deux configurations différentes. Donc la première, c'est celle-là, et la deuxième, c'est celle-là. Donc à travers cette manière de faire, j'ai pas garanti que j'ai la même configuration. Donc pourquoi? Parce qu'il y a deux zones mémoire différentes.
parce qu'une fois j'ai souhaité mise à jour les informations, la mise à jour n'a concerné qu'une zone mémoire qui a été créée par le biais de main. Par contre, l'autre zone mémoire qui a été créée par un F, donc ça c'est une autre chose et ça c'est pour à travers le new ici. Donc la première chose, il faut mettre, donc la solution plutôt à ce problème-là, il faut définir les informations partagées qui sont year of stock et TVA. Donc ces informations partagées doivent exister au sein d'un singleton. Donc ce singleton, pour dire un singleton, la première chose, il faut faire private config stock. Voilà, private config stock. Donc à ce moment-là, je vais garantir que l'appel depuis l'extérieur n'existe pas. Sur celui qui souhaite accéder ou bien créer une référence, il doit passer par ce qui est imposé par le singleton. Et le singleton, il impose de passer par le biais d'une méthode qui s'appelle getInstance. Et cette instance-là, elle est de même type et elle est partagée et elle est privée, partagée donc statique. Et de même type, on va l'appeler instance. Cette instance-là, elle doit être récupérée par le biais voilà ici, je vais mettre ça ici. Donc par le biais d'une méthode qui s'appelle getInstance. Alors cette méthode elle est publique et elle doit retourner le même type parce qu'elle doit retourner l'instance. Et voilà ici, if n'existe pas, if l'instance est non initialisée, c'est-à-dire si elle est égale à nul, parce que c'est par défaut ici égal à nul. Je peux faire ça ou bien ne pas le mettre, mais elle est par défaut à nul. Donc je peux ne pas le mettre et elle sera initialisée à nul. Donc si elle est nulle, donc je peux mettre instance égale à new. Ce constructeur qui est privé, il est accessible depuis l'intérieur. New config stock. Voilà. Et celle-là, normalement, je dois faire un statique parce que cette méthode-là, elle accède à un attribut statique, donc elle doit être statique. Et elle doit retourner l'instance. Donc jusqu'à présent, notre code source fonctionne, mais il faut faire le double check pour dans le cas de la programmation parallèle, je peux garantir que cette partie soit bien sûr synchronisée. Voilà, synchronized, et je peux faire ici config stock.class et je peux faire ici un double check if instance égale nul. À ce moment-là, il faut la créer. Voilà, donc, et je retourne l'instance. Alors maintenant, comment je vais faire? Je vais aller ici pour passer par le biais de la méthode getInstance qui est accessible par le biais du nom de la classe. La même chose ici. Donc, qui va créer en premier lieu la première instance? Selon le scénario de notre programme, c'est le main qui va créer la première instance. Et regardez ici, je vais avoir, dans un premier temps, je vais avoir les mêmes références. Regardez ici, cette référence, c'est la même. Et ces mêmes références, normalement, ils vont avoir, cette même référence, elle va avoir le TVA et l'année de stock. Elle va avoir le TVA et l'année de stock. Ici, elle est modifiée, c'est-à-dire la même zone mémoire qui est config. Si elle est modifiée par n'importe quel programme, elle concernera aussi l'autre programme. Donc même ici dans le deuxième affichage, au contraire de tout à l'heure, maintenant nous allons afficher 30 et 2025
dans other et dans programme. Dans other par le biais de F et dans programme par le biais de main. Donc voilà, c'est ça finalement l'objectif des unpattern singleton. Alors ça c'est le deuxième exemple. On peut mettre un troisième exemple. Ça c'est un exercice, donc il faut le lire attentivement. Et bien sûr essayer de répondre à cet exercice. Donc pour y répondre correctement, il faut déjà se poser la question, quelles sont les informations à partager. Donc ou bien les informations de configuration. Les informations de configuration, ce sont les suivantes. Donc ces informations de configuration, bien sûr, euh, pour garantir qu'il y a les mêmes valeurs partout dans l'application, il faut qu'ils soient encapsulés ou bien cachés dans une classe dite singleton, qui est le cas de market configuration, qui doit être une classe qui donne lieu à un singleton et qui contient ces informations à partager, donc la partie data. Bien sûr, avec cette modélisation jusqu'à présent, c'est une modélisation normale. Donc, il faut améliorer la modélisation de manière à prendre en compte les trois choses importantes. Définir le constructeur privé, ensuite créer un attribut statique de type market configuration qui va encapsuler les informations à partager et ensuite mettre en place une méthode getInstance. GetInstance qui va retourner l'instance de type market configuration. Et cette méthode getInstance, elle crée l'instance si elle n'existe pas, sinon elle le renvoie directement. Donc voilà, donc bien sûr ici c'est vrai, on a autre classe, mais ces classes-là normalement ça concerne juste une gestion normale, et ne concerne pas la partie singleton. Parce que la partie singleton sera utilisée dans le programme pour juste afficher la configuration. Mais ça, ce sont les choses usuelles que nous avons l'habitude de le faire pour avoir des applications. Par exemple, euh, une relation, par exemple, one to many ici. Alors, pourquoi cette modélisation n'assure pas la création d'une seule configuration? Donc, parce qu'il n'y a pas les trois éléments. Ensuite, analyser le code source de la classe programme. Donc, dans la classe programme, ici, c'est ça la classe programme. Donc, toute analyse faite, on peut la diviser en trois parties principales. La première partie, on essaie d'accéder aux ressources partagées. La deuxième partie, c'est une gestion de classique. La gestion de cette partie-là, c'est créer une transaction, acheter une transaction et vendre une transaction. Donc, ce code source est déjà fourni pour transaction et action. Donc, le code source est le suivant normalement. Voilà. Donc, il y a la classe action avec les informations qu'il faut. Il y a le nom et le price. Avec le constructeur, avec paramètres, les getters, etc. et ainsi de suite. Donc ça, nous avons l'habitude de le faire. Ensuite, il y a la classe transaction, la même chose. La classe transaction, elle a un ensemble d'actions, donc c'est une liste. Et bien sûr, elle a le constructeur qui initialise ici, ou bien on peut la mettre directement ici, égale à new array list. Donc on peut faire ça ici. Donc on a deux manières de le faire, soit le faire dans le constructeur, ou bien le mettre ici, ça revient au même. Donc ici, dans cette fois-ci, je les mets dans le constructeur. Mais je rappelle que jusqu'à présent, je ne parle pas de singleton. Alors, by action, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, je crée une action et je l'ajoute tout simplement dans ma collection d'actions. By action ayant un nom et un price. Et j'affiche un message, ça c'est simple. Ensuite, pour la vendre, donc il faut rechercher dans la liste
parce que c'est l'action avec un nom, comme le cas dans l'exécution ici. Donc il y a cell action, AWS, mais pour la vendre, il faut parcourir la liste et voir si elle contient. Donc on utilise la méthode equals parce que nous allons comparer la chaîne de caractère name avec getName de action. Action, c'est chaque objet appartenant dans la liste, on va le comparer avec celui-là. Donc tout calcul fait, nous allons faire ce code source-là pour voir est-ce que à la fois ma collection contient un objet dont le name est name passé en paramètre, et s'il existe à ce moment-là, on va utiliser la fonction remove qui est de type qui appartient à la classe action, parce que action c'est déjà une array list, donc elle contient un remove. On ne connaît pas l'indice bien sûr, mais on va utiliser ça. On va utiliser sa référence. Donc sa référence, ça sera supprimé à partir de la liste et on va afficher un message. D'accord? Et à ce moment-là, on sort du programme. Et ensuite, il y a une autre méthode qui est print action, c'est-à-dire l'objectif derrière, c'est d'imprimer toutes les actions. Donc ça, c'est un message et après, on imprime. Donc on imprime le nom et le prix, tout simplement. Donc c'est pour cela, cette partie de code source, elle est simple à faire et ne concerne pas la partie singleton. Alors nous, c'est-à-dire cette partie-là dans l'exécution, presque elle ne nous intéresse pas. Ce que nous intéresse, c'est la partie en rouge ici, qui concerne la configuration de la bouche, c'est cette partie-là qui va réutiliser la même configuration, comme montré dans le diagramme. Parce que ici, je peux faire un other, voilà. Et ce print-là doit imprimer la même configuration. L'appel de print doit imprimer la même configuration. Alors comment faire, sachant que jusqu'à présent, le code fourni est le suivant. Alors on va aller dans Markup configuration et on va constater que bien sûr il n'y a pas de, jusqu'à présent c'est pas un singleton. Pourquoi? Parce que déjà le constructeur, la chose la plus critique normalement, elle est définie par défaut et par défaut c'est public. Donc il faut le rendre privé. Donc tout calcul fait comme nous l'avons montré dans la configuration de stock. Si nous allons garder ce code source de cette manière-là, de cette classe qui contient la configuration, donc bien sûr on aura plusieurs configurations. Et on n'aura pas une même configuration qui sera partagée entre toutes les parties de code source, à savoir la classe programme et la classe other. Alors ici, il faut commencer par mettre ceci private, c'est-à-dire le constructeur. Voilà, donc ça c'est la première chose. Pour empêcher bien sûr les autres, par exemple, programmes d'accéder à configuration. Sauf ici, normalement, j'ai un constructeur avec paramètres. Donc config égale new. Donc même ici, normalement, je peux rendre ce constructeur qui est privé. Donc je dois le mettre private ici, normalement. Donc private celui-là et private celui-là. Parce que c'est la même logique. Et bien sûr, ici, normalement, il ne sera plus accessible. Donc, dans la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, donc ça c'est déjà, on n'arrive pas à avoir ceci, donc il faut compléter l'implémentation puisque mes constructeurs sont privés, ne seront pas appelables depuis l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une instance de même type, qu'on doit l'appeler elle est statique parce que partagée, et on va l'appeler instance. Et cette instance-là, normalement, c'est elle qui va avoir ces informations. Donc ces informations, on peut les initialiser ici. Tout à l'heure, j'avais cette création, mais je peux avoir cette création depuis mon constructeur privé ou bien mon constructeur. D'accord? Donc on va avoir ça. On peut la faire ici, par exemple.
Voilà, parce que c'est privé. Sinon, je peux accéder directement. Parce que qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je peux mettre market name parce qu'il y a une configuration par défaut. Sinon, je passe aussi par les getters et setters parce que au début, ils seront nuls si jamais je ne vais pas faire ceci. D'accord? Alors, puisque ce sont des chaînes de caractères, cette référence sera nulle au début. La même chose pour cette référence et la même chose pour cette référence. Supposons que je vais déléguer l'initialisation à un programme extérieur, le premier qui va se servir de ça, par exemple. Alors, bien sûr, ça on peut pas l'utiliser, mais on va utiliser getInstance. Alors, getInstance, c'est une méthode publique, statique, qui va retourner ce même type. Et je vais faire un return instance. Et quand est-ce que je vais faire les returns? Alors, public static market, voilà getInstance, la méthode getInstance. Voilà. Quand est-ce que je vais retourner ou bien créer l'instance si elle est nulle? Donc à ce moment-là, je peux mettre instance égale à new. Et je vais faire le constructeur, celui-là. Voilà. Et j'avais dit comme quoi la partie synchronisée, donc je peux mettre synchronized, je peux faire ça, point classe, et bien sûr ça le mettre ici. Et mettre un double checked. Voilà, donc ça c'est le getInstance. Donc ici dans le programme, on va aller pour mettre getInstance. Mais getInstance, voilà, on va faire ceci, point getInstance. Donc si je vais faire un print config dans un premier temps, si je vais faire un print config, il y a des nuls partout. Voilà, ici normalement c'est la même chose. Voilà, donc dans main market, le nom nul, l'opening time nul parce que ce sont des chaînes de caractères. Alors je peux aller dans market configuration, je peux définir les getters et setters, comme je peux avoir une initialisation par défaut ici. Je peux mettre égal à, par exemple, je sais pas, casa pouce. Je peux avoir ici égal à 8 heures. Et je peux mettre ici égal à 18 heures. Donc, si je vais exécuter ça, maintenant, je vais aller config dans mais je vais avoir cette configuration. Alors, sinon, je peux faire les setters de ces parties-là et les utiliser. Mais ce qui est garanti, c'est que je vais avoir la même référence partagée partout. Donc, maintenant, si je vais mettre les autres parties, voilà, donc je gère les transactions de manière normale parce que ça, c'est une gestion à part. Ne concerne pas le singleton. Ici, dans le singleton, une fois il essaye de faire un print, donc s'il essaie d'accéder aux ressources de configuration partagées, donc il va imprimer la même chose. Donc si j'exécute, je vais avoir
la configuration de main qui sera celle-ci, et par la suite, dans other, je vais avoir les mêmes informations. Donc tout ceci normalement concerne la partie de singleton. Je rappelle que les parties importantes pour mettre en œuvre un singleton, ce sont les suivantes: rendre le constructeur privé, créer un attribut privé statique de type la même classe, ensuite mettre en place une méthode statique publique qui va créer et retourner une instance de type classe singleton, mais la créer au cas où elle n'a pas été initialisée, et pour rendre le code plus robuste, qui peut résister même dans le cas des programmes qui peuvent s'exécuter en parallèle et peuvent accéder à cette ressource qui est critique, on peut ajouter ce qu'on appelle la synchronisation. Donc voilà, donc ça, en ce qui concerne la démonstration du design pattern singleton. Donc la prochaine démonstration concernera normalement le design pattern DAO.